Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui vise à démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. On construit, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors, il faudra encore 2, 3, peut-être davantage siècles de travail, de labeur, que nous accomplissons tous, tout être humain donne l'entièreté de son existence à cette œuvre magique, incroyable, cet état de perfection. Donc le paradis sur terre, c'est en gros, schématiquement c'est ça, le paradis tel que tout être humain de toute religion, de toute confession peut imaginer. Voilà. Donc, je vous renvoie à la lecture à l'écoute des autres vidéos ou à la lecture du site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'explique tout ça. Alors, là, je suis en train de prendre prétexte de l'épisode 18 sur 20, il y a 20 épisodes, d'une série qui était consacrée à François Châtelet sur France Culture dans les années fin 70, sur une histoire de la raison. François Châtelet essayait d'expliquer l'histoire de la raison à travers l'évolution de l'humanité. Et l'épisode 18 sur 20, c'est celui qui est consacré à la lutte des classes avec Marx et Engels. Et c'est lié, évidemment, puisqu'ils déclinent tous les deux cette philosophie, elle décline de Hegel. Donc, je reprends, c'est la 3e vidéo à ce sujet, j'en suis à la minute 20. Voilà, 20 minutes sur 36. On lance et je commente éventuellement. Multiplie les recherches concernant les luttes, les combats de la classe ouvrière. Ils font un voyage à Paris, au cours duquel ils prennent contact avec les groupes révolutionnaires. Expulsés de Paris par la police, ils s'installent à Bruxelles. Et là, ils ouvrent les bureaux d'information communiste, qui est en quelque sorte une plaque tournante qui est destinée à centraliser toutes les interventions ouvrières dans les luttes sociales. Ils veulent se faire en quelque sorte la boîte aux lettres des exploités. Voilà, donc c'est quand même une sacrée œuvre, quoi. Voilà, tous les deux, ils ont mis vraiment, puis ils étaient pas les seuls, ils ont rencontré beaucoup de monde. En fait, ils voulaient rassembler un peu toute l'histoire des révoltes, comprendre pourquoi le peuple se révolte contre les dominants, qu'est-ce qui va déclencher ça, qu'est-ce qui va faire qu'une révolution va avoir lieu, etc., etc. Et on voit, c'est toujours devant des exagérations que ça se passe. Mais c'est seulement par la suite que le marxisme va se constituer en corps doctrinal. Et peut-être justement là, ça vaudrait la peine de réfléchir un peu sur ce qui se passe dans leur pensée. En fait, je considère pour ma part que l'œuvre de Marx, et il faut toujours ajouter, et de Engels, car même lorsque nous constatons des différences assez sensibles entre Marx, qui est plus subtil, plus spéculatif que ne l'a été Engels, qui lui, en quelque sorte, se charge un peu du travail de propagande, du travail d'expression et de vulgarisation. Marx n'a jamais démenti Engels. Donc nous devons considérer que leur pensée est commune. Et puis coopérative. Cette pensée de Marx et de Engels est une pensée, à mon avis, foncièrement équivoque. Elle est déchirée profondément entre deux directions. Et je ne crois pas, pour ma part, que l'on puisse considérer qu'il y aurait une période de gestation, de formation, celle du jeune Marx, qui durerait jusqu'en 1857, par exemple, et puis qu'ensuite Marx aurait la maîtrise de sa pensée et se débarrasserait d'un certain nombre d'erreurs. Je crois que cette tension dure jusqu'à 1883, jusqu'à la mort de Marx.
et que ce qu'on appelle aujourd'hui marxisme, c'est probablement le rejeton de la partie la plus caduque, la moins originale de la pensée de ces deux hommes. Alors essayons de préciser un peu cette équivocité. C'est intéressant tout ça. Lorsque l'idéologie allemande déclare qu'il n'y a qu'une seule science, c'est la science de l'histoire. Alors, c'est intéressant quand même. S'il n'y a qu'une science, c'est la science de l'histoire, et c'est pas bête, parce que c'est l'histoire de l'évolution. L'histoire, c'est l'évolution. Il y a une histoire parce que ça commence à un point et ça va à un autre point. Ça, c'est l'histoire. Donc, ça veut dire que c'est la science de l'évolution. Mais la science de l'évolution, si on y réfléchit, ils ont raison de dire, Marx avait raison de dire qu'il n'y a qu'une science, celle de l'histoire, parce qu'il n'y a qu'une science, en gros, celle de l'évolution. Tout revient à l'évolution. Quand on fait l'histoire de l'univers, quand on analyse l'univers, c'est son histoire qu'on analyse, c'est son évolution. Quand on analyse une espèce, on est obligé de tenir compte de son histoire, voilà, tout est... L'histoire est fondamentale dans le monde ordinaire. Il faut bien voir qu'en même temps... Alors, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il n'y a qu'un seul présupposé, et ce présupposé, c'est l'homme empirique. L'homme empirique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'homme empirique... Cela veut dire que ce qui compte dans l'histoire, c'est essentiellement ceux qui produisent et qui reproduisent de la même manière ou en la transformant les sociétés. L'évolution. Ceux qui font l'histoire, ce ne sont pas les héros, mais bien les travailleurs. Ceux-là qui sont en contact avec la nature, qui transforment la nature pour l'appropriation sociale et qui ainsi apportent les transformations fondamentales. L'évolution, en somme. Donc, c'est ça, c'est ce qui va faire que on va faire évoluer que cette humanité, elle n'est plus ce qu'elle était il y a 400 000 ans, il y a 3 millions d'années. C'est autre chose. Donc, ce qui fait que c'est autre chose, c'est le travail conjoint de l'humanité. En réalité, c'est pas que le peuple, c'est pas que les ouvriers, c'est l'ensemble des gens qui travaillent. C'est ce que va faire la théorie de la mécanique universelle, va ajouter ça, ma théorie en somme. Elle va ajouter le fait que ce n'est pas un groupe qu'on doit regarder et qui aurait la palme de l'action, de l'activité, le monde ouvrier, ça serait lui qui serait le réalisateur des choses. C'est l'ensemble humain, la totalité de l'humanité. Et je le démontre sur la mécanique universelle, à travers des choses toutes simples. Par exemple, le code pénal que nous avons maintenant, qui fait des dizaines de milliers d'articles, pour maîtriser l'homme, pour l'empêcher d'abuser de ses congénères. Ce code pénal, il est l'œuvre des juristes qui écrivent ces lois, qui pondent ces lois, mais ils pondent ces lois parce qu'il y a des délinquants, des transgressants qui vont chercher à abuser leurs congénères sans se faire prendre. Ils trouvent une voie, quelque chose qui n'est pas interdit encore, et puis grâce à ça, ils vont réussir à abuser de leurs congénères. Et là, la société humaine regarde ça, voit qu'il y a un vice de forme là, qu'il y a un endroit de liberté d'abuser autrui, et ils vont mettre une loi.
Et ça, c'est ce qui fait que le code pénal est devenu ce qu'il est. Donc, c'est le travail conjoint du délinquant et du transgressant et du juriste qui fait que le code pénal est ce qu'il est. C'est le travail conjoint de celui qui a des pathologies, du malade, en gros, et de Freud qui va faire que Freud a écrit ce qu'il a écrit sur ces... Sans la matière première, sans les malades, sans les porteurs de pathologie, Freud n'existe pas. C'est le travail conjoint entre Claude Lévi-Strauss et les Indiens d'Amazonie qu'il est allé étudier, qui fait qu'il en a rapporté quelque chose pour l'humanité. Donc, quoi que ce soit, tout être humain est fondamental. Il n'y a pas un être humain qui n'est pas fondamental. Et comment j'explique ça? Je dis que nous sommes tous égaux, tous dans l'humanité, dans le fondement, parce que nous donnons tous l'entièreté de notre existence. C'est ça qui nous rend égaux. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait aujourd'hui à mon âge, arrivé à mon âge, tout ce que j'ai fait bien, mal, important, inimportant ou quoi que ce soit, c'est l'humanité ça va vers l'humanité, c'est pour l'humanité. Même en croyant travailler pour moi-même, j'ai restauré cette baraque en croyant le faire avec la conviction que c'était pour moi, que c'était pour mes enfants, pour ci, pour ça, quoi que ce soit. En réalité, ça, dans 200 ans, ça appartiendra à quelqu'un d'autre. Il y aura eu 10 familles qui seront passées là. Peut-être ça sera devenu un endroit gratuit pour les voyageurs. Voilà. Donc, ce qui sera resté de tout ce travail-là, tout le travail qui est fait là-dedans, c'est pour l'humanité. Toutes les vidéos que je fais, elles sont pour l'humanité. Il n'y a pas autre chose. C'est pas... Même si je pourrais le voir de temps en temps pour nourrir un peu mon narcissisme, pour soigner mes manques, mes manques affectifs, mais en réalité, ça revient à l'humanité, voilà. Et c'est comme ça qu'on est tous égaux. Et on est tous égaux parce qu'on donne toute l'entièreté. C'est pour ça que c'est intéressant de parler comme ça, de dire c'est toute l'entièreté qu'on donne à l'humanité. Celui qui vit 1 heure comme celui qui vit 100 ans. Il a donné exactement la même chose, c'est-à-dire la totalité de sa vie. Le bébé qui meurt à un jour, eh ben, il a fait un travail considérable pour l'humanité, parce qu'il va modifier complètement la structure mentale de ses parents, des amis de ses parents, des connaissances, des trucs, etc., des médecins qui étaient là. Il a travaillé, il a apporté quelque chose de fondamental à l'humanité. Voilà. Et tous ont fait ça. C'est ça qui est important dans cette réflexion. Donc, c'est pas un groupe, c'est pas les ouvriers ou... L'économisme de Marx. C'était là où il y avait une erreur à l'époque. Enfin, pas il y avait une erreur, mais ça correspondait. C'était logique qu'à l'époque, ils voulaient mettre au pinacle le monde ouvrier, le prolétariat. Pourquoi? Parce qu'il était maltraité, le prolétariat. Il était abusé par la bourgeoisie, par l'élite, par le patronat, etc. Donc, c'était par excès inverse, ils sont allés mettre la dictature du prolétariat pour compenser la dictature du capitalisme qui était là actuellement vis-à-vis de ça. Et c'est ce qui fait que bien souvent, moi je le vois dans mes critiques du monde tel qu'il est, par exemple... je sais que je suis injuste dans ma critique entre l'Occident, la guerre qu'il y a en Ukraine, entre l'Occident et les Russes. Je mets la faute la plus longue, la plus large et la plus lourde sur l'Occident. Mais c'est simplement parce qu'ici, je suis abreuvé de médias qui me disent, qui veulent me faire penser que tout est de la faute des Russes. Donc, par résistance, je vais partir dans le sens inverse. Mais c'est pas mieux. Mais
Voilà, en gros, c'est une façon de compenser, de rééquilibrer les choses. C'est un économisme pratique. Ce n'est pas l'économisme de l'économie politique, c'est une juste considération de l'importance du travail dans la réalité sociale. Voilà, dans l'idéologie allemande, quel est le point de départ. Essayer de construire une histoire qui soit effectivement l'histoire des sociétés et non pas seulement l'histoire de l'État. Voilà, et en fait, pourquoi il met l'accent sur l'importance du travail et des travailleurs? Parce qu'en réalité, à l'époque et même aujourd'hui, le milliardaire, il a plus de considération que les mecs qui construisent ces milliards, qui fabriquent, qui travaillent dans toutes ces entreprises. Donc, c'était légitime de mettre l'accent sur eux, tout simplement parce qu'il y avait une injustice. Et il y a encore une injustice. Là, on nous fait croire que certains sont voilà, que c'est des cadors, etc. Par exemple, il y en a qui ont des réparties inouïes sur les médias, mais ils ont une oreillette et puis des gens qui sont derrière, qui travaillent pour eux et qui leur disent ce qu'il faut répondre, etc. Bon, voilà. Et on nous fait croire que c'est on nous fait bader des inactifs, en somme, de l'inactif par rapport à ceux qui agissent derrière. Et donc, c'était légitime à l'époque de partir dans l'excès inverse. S'efforcer, dans le présent, mais aussi toutes les fois que cela est possible en ce qui concerne le passé, de restaurer le mouvement réel par lequel les sociétés se sont construites et du coup montrer que les actes des gouvernements, en fait, ne sont que les expressions d'une lutte profonde et qui traverse toutes les réalités sociales, la lutte des classes. C'est là une première direction de la pensée de Marx, et de ce point de vue, elle me paraît irremplaçable, bien qu'elle ait été, je dirais malheureusement, recouverte par des sédiments d'un autre ordre. La pensée de Marx, qui durera jusqu'à sa mort et qui me paraît encore aujourd'hui étonnamment nouvelle et importante, c'est de donner enfin la parole à ceux qui font l'histoire et qui ne l'ont jamais, à savoir les producteurs de la société. Les prolétaires. Et c'était juste mettre en évidence un le hypersensible. fait que les producteurs de la société ont eu à lutter constamment, non seulement contre la nature, mais aussi contre les gouvernants qui leur imposaient la domination politique. Voilà, et qui leur imposait aussi la domination du patronat, par le patronat. Donc, ils ont toujours dû arracher les trucs de leurs dents, les ouvriers, tout. Il n'y a jamais eu un patronat qui a dit « je donne quelques petits cas comme les phalanstères, etc., des utopistes incroyables », mais globalement, il a fallu qu'ils y laissent leur peau pour arracher une heure de congé, une heure pour les congés payés, les ci, les ça, enfin, de diminuer le temps de travail, d'avoir des conditions de vie différentes. Enfin, c'est une lutte, mais inouïe. Donc, ça veut dire que les dominants n'ont pas
ne veulent pas, ceux qui vampirisent en fait, qui s'enrichissent sur le travail, sur l'œuvre de ces êtres humains, là, n'ont pas de conscience de manière à pouvoir offrir du bonheur, faire évoluer les choses de manière spontanée. Tiens, on va augmenter les choses, on va faire ci, on va faire ça. Tant qu'ils peuvent, ils vendangent les acquis sociaux, les trucs. On le voit dès qu'ils sont en roue libre, comme actuellement, ben, ils reprennent tout ce qu'ils ont donné pendant des décennies. Et là, il y a quand même quelque chose. Et donc, Marx, c'est juste un hypersensible contre l'injustice. Quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice et que l'injustice écorchait. Et c'est une grande partie de la philosophie. La philosophie, elle naît à partir de ces écorchés qui ne supportent pas cette injustice et qui luttent contre ça. En somme, ce qui est important dans Marx, c'est qu'il dresse cette science de l'histoire qu'il voudrait construire contre la philosophie de l'histoire, précisément, parce qu'elle préjuge, elle, à l'avance, qu'il y a déjà de la rationalité. Cependant, Marx reste aussi très largement tributaire de son temps. Et c'est là cet autre aspect de sa pensée qui, lui, me paraît à la fois beaucoup moins original et en même temps beaucoup moins fructueux. Ah bon. En fait, Marx et Engels... Il faut resituer aussi cette époque. Dans les années 70, on ne voulait pas supporter le communisme. Et 79, le communisme était en train de tomber. Il y avait quelque chose qui voulait repousser et qui a jeté le... Ont-ils été poussés par les luttes politiques qu'ils menaient? Ont-ils manqué là quelque chose d'essentiel? Ont réitéré l'entreprise hegelienne en tentant d'en donner une version matérialiste. Et d'un matérialisme très simple. C'est là ce qu'on a appelé l'économisme dans la pensée marxiste. Mais je crois qu'il n'est pas suffisant de dire l'économisme. Il faut aller plus loin. Marx et Engels, alors qu'ils étaient étonnamment sensibles aux actions de libération des hommes, c'est le terme sensible, ont recouvert cette découverte profonde qu'ils avaient faite du vieux schéma de la nécessité historique tel qu'il était légué par la philosophie de l'histoire, aussi bien celle de Saint-Augustin que celle de Hegel. Dès lors, peu à peu, le système s'est dogmatisé, il s'est durci. Ah, ça, c'est important. Par exemple, c'est très important, c'est ça le problème. Que probablement sous l'inspiration de Engels, a été décrété que de cette recherche essentiellement critique visant à soutenir les mouvements révolutionnaires, on a tiré une conception générale du monde sous le nom de matérialisme dialectique. Voilà que Engels a appliqué aux sciences de son temps une dialectique de la nature dont il faut bien dire qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, et ça c'est une déformation à peu près classique, on peut dire. Quand on est dans une philosophie de l'histoire, quand on a un but, quand on voit la fin, qu'entrevoyaient Marx et Engels, c'était la fin de la lutte des classes, la réconciliation entre bourgeoisie et prolétariat, ou la victoire du prolétariat. À partir de là,
inconsciemment, le cerveau va ranger tout derrière cette théorie. Il va théoriser tout dans le même, avec la même mécanique en somme. Et je pense que la mécanique universelle ne déroge pas à ce travers. Il faudrait regarder. Le nom de marxisme, c'est le développement unilatéral de cet aspect qui finit par négliger ce qu'il y avait de profondément novateur. En fait, cette première pente de la pensée de Marx et de Engels vise à administrer la réussite de l'hégélianisme et en même temps le triomphe de l'État moderne, c'est-à-dire de l'État bourgeois. Marx et Engels décident de passer en quelque sorte de l'autre côté. Dans la lutte des classes, ils choisissent l'autre camp. Ils choisissent le camp de l'histoire contre la philosophie de l'histoire, ça c'est l'aspect théorique, mais ils choisissent le camp de la lutte prolétarienne contre la bourgeoisie et par conséquent aussi, ils choisissent la critique de l'État. D'accord, donc en fait, ils oublient la complexité. Et c'est peut-être ce que cherche, ce qu'essaie de faire la mécanique universelle, ma théorie. Donc, c'est, quand j'y pense, à remettre de la complexité, à expliquer que c'est le travail conjoint de la bourgeoisie et du prolétariat qui va faire que les choses avancent. Même si ça se fait sous la forme antagoniste et qu'on pourrait préférer qu'en fait ils le fassent de façon coopérative, que les bourgeois soient conscients que le prolétariat c'est leur frère, que le prolétariat soit conscient que la bourgeoisie c'est leur frère, et qu'on puisse travailler ensemble avec fraternité, etc. On préférerait ça. Mais c'est clair que j'essaye de l'éclairer ça, mais la colère, l'injustice va faire qu'on va pencher vers, on va accentuer à un certain moment, ponctuellement, on va charger par exemple le capitalisme. Je vais charger le capitalisme, je vais charger les libéraux, je vais charger l'oligarchie, je vais charger, etc. Alors que l'oligarchie, elle a son rôle, etc. Elle est dans cette complexité. Mais c'est très difficile de tenir compte de cette complexité. Il faut être un saint pour ça. Il n'y a que le saint qui peut rester zen et regarder le monde, regarder l'injustice en disant c'est comme ça va s'améliorer, les choses sont là, il faut qu'il y ait le mal est là, il est présent, ça se passe comme ça, etc. Et ce qu'on appelle le mal, c'est pas le mal, c'est autre chose. Il faut être un saint, voilà. Et on n'est pas des saints, c'est ça. On est des écorchés. On est une foule sentimentale, pétrie d'idéal, entre guillemets. Pour l'instauration d'une société qui serait celle des producteurs et la critique de cette science de gestion de la société existante qu'est l'économie politique au profit d'une théorie de la révolution. Voilà, donc en fait que le pouvoir soit donné au prolétariat, que ça soit lui qui prenne les instruments de travail, qu'il soit les patrons en même temps, non. Ça peut pas fonctionner. Ça fonctionne un peu ponctuellement, on le voit bien, il y a quelques entreprises qui fonctionnent comme ça, qui reprennent en charge leurs trucs parce qu'ils vont, au lieu d'être délocalisés ou vendus ou déchiquetés, ils essayent. Alors ça fonctionne, bien sûr, il y a les choses, mais voilà, on a des qualités spécifiques et donc c'est plutôt, il faut préserver le monde fonctionne sur le plus et le moins. Et on est comme ça, un atome ne fonctionne que parce qu'il y a du plus et du moins. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas cette énergie avec cette différence, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner qu'avec le plus ou qu'avec le moins.
Donc il y a vraiment une vision à prendre. Hegel est mort en 1831. Ah. Les premières œuvres de Marx se situent entre 1842-43 et 1848, date de publication du manifeste du Parti communiste. 48. Marx publie Le Capital après les années 60. Il meurt en 1883. De son œuvre sortent des mouvements qui, les uns, s'acheminent vers la critique révolutionnaire décidée, d'autres vers la lutte parlementaire et la lutte syndicale. D'accord. D'une Ça a certaine engendré manière, beaucoup de choses en fait. Et ça a Marx, engendré la lorsque révolution l'on examine le russe. premier aspect ou la première pente de sa pensée, Marx clôture la métaphysique autrement que Hegel, non pas du tout par la construction d'un vaste discours légitimant. C'est vrai qu'on a complètement mis de côté là, le spirituel, là, donc la métaphysique, les grandes questions existentielles. On est rentré à fond dans le matérialisme. Et il manque quelque chose. C'est clair qu'on peut, voilà, dès qu'on est dans le sport de combat, le marxisme c'est du sport de combat. Dès qu'on est dans cette chose-là, on oublie le spirituel. Et donc on est, et c'est ce que veut le libéralisme. Il veut qu'on soit en combat les uns contre les autres, les un peu pauvres contre les plus pauvres qui sont des immigrés, etc. Qu'on se batte entre nous, que ça soit une compétition permanente pour s'empêcher de se dire mais qu'est-ce que je fous là sur cette planète? Quel est le sens de ma présence au monde? Pourquoi il y a ce monde? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc, et à ce moment-là, on voit l'absurdité de courir comme nous fait courir le patronat, comme nous fait courir l'oligarchie, derrière des valeurs à la con. Il nous empêche de penser, mais ça c'est le principe du pervers narcissique, du système pervers narcissique. Il affole l'autre, il énerve, etc., etc., pour qu'il ne pense pas, en fait, pour qu'il ne réfléchisse pas à sa condition d'être vampirisé par le pervers. Donc c'est ce modèle-là. Et le patronat fonctionne sous cet angle-là. Et c'est pas pour rien que des chercheurs américains ont vu que dans la société ordinaire, il y a 1%, entre 1 et 3% de psychopathes qui sont disséminés de partout dans le monde. Et chez les leaders, dans le patronat, etc., dans les dominants, dans cette élite, un petit peu qui se montre là comme ça passe à 25%, ou à 20%. Un cinquième est sous la forme du psychopathe. Donc, il y a quand même quelque chose qui est incroyable là derrière. J'ai complètement oublié ce que j'étais en train de dire. D'un discours qui rationalise ce qui est, mais en essayant de créer une autre réalité. Mais d'autre part, il est le continuateur de ce même mouvement et il n'est pas surprenant dès lors que de lui sortent des États qui, d'une certaine manière, ressortissent à l'analyse hegelienne. Ce qui est en question dans les rapports de la raison et du dynamisme de la société, c'est bien le statut de la rationalité. Or, en 1844, est né un homme qui, la trentaine arrivée, va se livrer à une entreprise critique 1844. D'une radicalité bouleversante. Nietzsche. Cet homme
c'est Friedrich Nietzsche. C'est un philologue de formation. Donc c'est le prochain. Son premier C'est la livre, prochaine vidéo. L'origine de la tragédie, étudie la formation de la pensée grecque. Mais déjà, dans ce premier ouvrage, apparaît une vision tout à fait différente de cette rationalité. C'est cette vision différente que nous aborderons demain. Alors voilà, donc c'est la fin, on est arrivé au bout. En fait, oui, je parlais de ce sport de combat dans la rationalité. Et il manque, voilà, tout cet épisode-là, je n'ai pas pu parler de spirituel parce qu'il n'y a pas de place au spirituel dans ce type de pensée matérialiste. Et là, ça ne peut pas fonctionner. Bien sûr que pour le monde politique ordinaire dans la vie, c'est important d'être en lutte, d'être de rester sur le matérialisme. Mais on n'est pas dans la vérité, on n'est pas dans la réalité. Il manque justement cette question, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi je suis là? Toutes les questions métaphysiques, et non pas matéphysiques, qui est lié au maté que boivent les Argentins. Métaphysique, toutes ces questions métaphysiques. Donc, c'est un manque, quoi. On est dans le... Et je pense que Nietzsche, qui vient derrière, c'est les prochaines émissions, eh bien Nietzsche ramène l'idée de Dieu, même s'il tue Dieu, en somme, s'il veut, mais Dieu est au centre. Je pense que pour Marx, Dieu est au centre aussi, quelque part. Il n'y a pas le divin, il est là, il le met de côté pour pouvoir réfléchir, parce qu'il est en combat, justement. Mais c'est pas oublié. J'aimerais savoir si c'est ça. S'il y a des spécialistes de Marx, j'aimerais savoir si cette intuition, elle est juste ou pas. Voilà, donc on en finit pour l'épisode 18 sur 20, il en reste un, le 19 sur 20, et le 20 sur 20, c'est la critique de tout ça par d'autres personnes, de ce travail de François Châtelet. Si vous pensez que cette théorie, que cette façon de théoriser le monde, de penser le monde, a un peu d'intérêt universel, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires, tout ça augmente la visibilité du site. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net dans lequel je démontre toute cette mécanique à partir de l'an 2000. C'est là où j'ai fait cette théorie. Cette théorie, elle vient de cette époque-là, en l'an 2000, sur 2 ans, l'an 2000, 2001, 2002, 2003, voilà en gros. Mais la totalité était faite là. Là, c'est un peu pour éclairer par différents aspects, comme savent le faire les grands profs de philo, que François de Châtelet, et moi je ne sais pas bien le faire, mais j'essaye d'éclairer cette théorie par tout un tas par divers endroits. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et merci de votre présence et de votre soutien.